Ils sont au front, mesdames et messieurs. Ils, ce sont les responsables des ressources humaines des entreprises. Paniqués, sereins, ils transmettent en tout cas toute la dose d'énergie qu'on doit insuffler à une société, à une entreprise, à côté donc des responsables directs. Alors avec lui, nous allons parler bien sûr d'hygiène et de sécurité au travail, mais comment ça se passe et comment les employés, ceux qui sont dans l'opérationnel ou les cadres, appréhendent-ils le Covid-19 Zi Ouattara, bonjour. Bonjour Marco. Faut-il désespérer? Non, il ne faut pas désespérer. Ce qu'on demande, aujourd'hui le monde entier, comme la Côte d'Ivoire en particulier, fait face à une crise sanitaire. Et au-delà de cette crise sanitaire, il y a aujourd'hui cette crise psychologique qui a beaucoup plus d'effets même par rapport à la crise sanitaire. Okay? Donc face à cette situation, le rôle que les RH ont à jouer, c'est un rôle de communication à 360 degrés. Okay? Au-delà des mesures barrières, des recommandations du gouvernement, les entreprises, en fonction de leurs moyens, mettent en place, essaient de renforcer les moyens de leurs services hygiène, santé et sécurité au travail pour pouvoir faire beaucoup plus face à cette crise-là. Et les RH, le rôle des RH, comme je l'ai dit, c'est la communication à 360 degrés. Ils doivent pouvoir adapter la communication en fonction de l'évolution de cette crise. Okay? Quand on était à 5 cas, la communication qu'on tenait n'est pas aujourd'hui la même communication qu'on tient, le fait qu'aujourd'hui on soit à 160. Ça, vous avez raison, parce qu'on a des questions concrètement par rapport à ça. Alix. Bien évidemment, et justement dans l'angle de la communication, notre reporter JRI Emmanuel Bonzo vous a rencontré pour bien sûr recueillir vos questions adressées à M. Ouattara. Quel est le procès communicatif que doit tenir l'entreprise pour rassurer ses employés dans le contexte actuel du coronavirus? Alors, dans le contexte actuel du coronavirus, d'abord, les responsables d'entreprises comme les RH doivent garder leur sérénité. Pour pouvoir convaincre votre auditoire, pour pouvoir convaincre les employés, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils essaient de comprendre ce que vous dites, vous-même vous devez être serein. Mais quand on a l'impression que vous êtes paniqué, évidemment, vous transmettez la panique. Donc, il faut être serein. Il faut avoir un style de communication adapté à votre environnement. Pragmatique. Le langage qui est très soutenu et véridique. Si vous avez en face de vous des ouvriers, vous devez être capable de revenir à leur niveau, utiliser les mots justes, les mots qu'ils peuvent comprendre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la RTI essaie de communiquer avec les langues locales. Donc il faut pouvoir trouver les mots justes, pas des mots aussi élevés pour que ces collaborateurs-là puissent comprendre. En fonction, comme je l'ai dit, de l'évolution de la crise, adapter cette communication pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est de la routine. Okay? Après, on doit avoir en tant que RH des communications rassurantes. On doit pouvoir rassurer nos collaborateurs, leur dire que tant qu'on peut, tant que le minimum, je veux dire, l'État n'a pas encore pris des mesures fermes pour ne pas qu'on aille au travail, on doit pouvoir leur rassurer qu'avec la direction générale, on fera le nécessaire pour pouvoir maintenir leur emploi. Naturellement, il peut y avoir des réaménagements et ces réaménagements en termes de communication, on doit pouvoir échanger avec ces collaborateurs-là, avoir vraiment une communication participative, prendre leurs préoccupations, échanger avec eux, prendre également leurs idées, leur dire en face de cette crise-là, aujourd'hui le marché est plus ou moins fermé. Okay? Il y a un minimum, peut-être que tu as 50% du marché qui n'y est plus, mais tu as 50% du marché qui est là. Donc du coup, l'entreprise qui est un lieu de business perd une bonne partie de son chiffre d'affaires, mais en voulant maintenir vos emplois pour ne pas aller en chômage technique, qu'est-ce qu'on fait? Ces collaborateurs-là vont vous proposer des idées. Certains pourront dire, par exemple, face à cette crise, on peut laisser tomber certaines primes. Okay? Des primes qui ne sont pas forcément, en fait des primes d'encouragement qu'on peut laisser tomber parce que l'entreprise doit pouvoir assurer le minimum vital qui est le salaire pour permettre à maintenir les emplois. Tout à fait. Et vous entrez déjà dans un thème très important et très abordé par les téléspectateurs. Parce que c'est bien beau de maintenir un noyau dans la société, mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de mesures d'accompagnement quand on sait qu'il y a des professions libérales qui sont très touchées? La preuve. Concernant les mesures de prévention prises par l'État, j'aimerais savoir quelles devraient être les mesures d'accompagnement pour le secteur libéral afin de pouvoir les accompagner à respecter les mesures de prévention et puis le confinement effectif. Parce que nous qui sommes agents de l'État et fonctionnaires, nos salaires seront plus ou moins garantis, mais ceux qui sont dans le libéral
On ne sait pas comment ils vont s'arranger, quels seraient les moyens vraiment mis en place pour pouvoir les aider dans ce sens. Et à ce niveau, le législateur n'a pas vraiment prévu quelque chose. Hein. Dans l'état actuel, oui. Voilà, dans l'état actuel. Donc, il faut de la solidarité. C'est un statu quo. Donc, il faut de la solidarité autour de ces personnes-là. Et ça amène ça nous amène tous à réfléchir à un après-coronavirus. À l'après-coronavirus, il faut que le législateur puisse se pencher sur ces questions. C'est dès maintenant. Je me permets de vous couper, Okay, Alix, parce qu'il ne faudrait pas... Ce qui est bien dans ce qui arrive de mauvais dans une société, c'est que ça nous permet de projeter ce qui va avoir lieu plus tard. C'est une expérience douloureuse, mais c'est un moment par lequel il faut passer. Il faut passer. C'est dès maintenant qu'il faut préparer l'après-Covid. L'après-Covid. Et comment, au niveau des ressources humaines, on appréhende ça? La préparation de l'après-Covid dans nos sociétés. OK. D'abord, nous, quand on a vu la crise venir, pas mal de RH, ils avaient déjà anticipé. Okay? Quand ça a commencé à évoluer au niveau de la Chine, que ça a atteint l'Europe, pas mal de RH avaient commencé à anticiper. Comment? En réunissant leurs collaborateurs, en échangeant avec eux pour dire on est en train de faire face à une crise qui pourrait du jour au lendemain être dans notre pays, on pourrait toucher. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut anticiper pour ne pas arriver à des phénomènes de chômage technique? Donc les collaborateurs ont fait des recommandations qui ont permis au RH de faire des recommandations à leurs dirigeants. Okay, donc, ça a nécessité des réaménagements d'emploi du temps. Peut-être les équipes vont réduire le nombre d'heures de travail. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et pour les RH qui n'ont pas saisi, on va dire, l'opportunité de faire ce genre de rencontre où ça n'a vraiment pas été fait, comment rattraper les choses maintenant? Ils vivent le changement. Ils subissent le changement actuellement. C'est plus dangereux. Ceux qui ont anticipé... Ceux qui ont anticipé, ils avaient pris des mesures, mais ceux qui n'ont pas anticipé... Il y en a qui ont agi, il y en a qui réagissent. Il y en a qui agissent, il y en a qui réagissent. Voilà pourquoi on dit toujours, quand vous êtes manager, vous devez pouvoir anticiper. Ça, c'est le rôle d'un bon manager. Anticiper, ne pas attendre que la crise soit là et puis subir la crise. Voilà. On a une autre question d'un autre intervenant au micro de Emmanuel Bonzo. Voilà, c'est parti maintenant. Monsieur, en tout cas, l'expert des ressources humaines, si l'entreprise doit nous dire d'arrêter de travailler. Voilà, c'est quelle garantie que cette entreprise, en tout cas, nous promet ou bien prévoit pour nous, afin qu'on arrête de travailler. Oui, c'est vrai, comme Alix dit, la psychose de la perte du travail après, on fait comment? Alors, sur cette question, il faut dire ce que la loi prévoit. Le chômage technique n'est pas rémunéré. Ça, c'est la loi. Le chômage technique n'est pas rémunéré. Donc, encore une fois, c'est la solidarité et le bon sens des chefs d'entreprise dans ce contexte en fonction de leurs moyens qui est demandé. Comment ça se matérialise cette solidarité, le bon sens? Parce que le bon sens de Pierre n'est pas le bon sens d'Ismaël. Hein. Justement, c'est en fonction des moyens, des ressources de l'entreprise. Il y a des entreprises, par exemple, les entreprises n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des entreprises... Quand vous prenez un restaurant, il vend au jour le jour, il encaisse et puis il a ses moyens. C'est différent peut-être d'une entreprise de production où il y a des commandes en cours. Je veux dire, elle, en satisfaisant ces commandes en cours, là, elle peut avoir le minimum pour pouvoir assurer le salaire des collaborateurs sur 2 ou 3 mois. C'est différent. Donc, en fonction des moyens des entreprises, les entreprises qui ont les moyens peuvent, par exemple, faire des prêts aux salariés, avec un système de remboursement beaucoup plus souple à l'après-Covid. En termes de bonnes pratiques également, les entreprises peuvent mettre en congé annuel de façon anticipée tous les collaborateurs en leur payant les allocations de congé. Donc, les collaborateurs vont prendre leur congé de façon anticipée, rester confinés chez eux et si après les 1 mois, tout rentre en ordre, naturellement, ils viendront reprendre le travail. Monsieur Ouattara, dans un contexte tel que nous le vivons ici en Côte d'Ivoire, où c'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir supporter, on va dire, la masse salariale de leurs agents, l'État joue quel rôle là-dedans? Le rôle de l'État, c'est de pouvoir accompagner. Immédiatement, ce n'est pas évident que l'État puisse réagir pour ces entreprises parce que l'État, de son côté, est en train de mobiliser des fonds pour faire face à la crise. Si dans ces fonds que l'État est en train de mobiliser, dont on a parlé, il y a quelque chose de prévu pour ces entreprises, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, après la crise, l'État verra comment est-ce qu'il peut accompagner ces entreprises-là à travers des moyens, des mesures fiscales beaucoup plus intéressantes pour leur permettre de récupérer plus ou moins. Monsieur Ouattara, si tout va bien, parce qu'on nous dit que tout va bien,
qu'au niveau des entreprises, on a de bons résultats. Mais alors que si tout va vraiment bien, normalement, ce genre de situation que nous vivons, on doit devoir pouvoir s'asseoir sur certaines ressources. Alors que là, on a l'impression que franchement, tout est à faire, tout est à refaire, on est à la collecte. Alors que gérer que ce soit une entreprise, qu'un État, c'est prévoir. C'est prévoir. Mais pourquoi alors on a des fonds, on a des crédits, les Ivoiriens veulent savoir, on entend tout ça. On se dit non, c'est pour tel nombre d'années, il y a des fonds de ceci, fonds de cela, des fonds garantis, fonds souverains. Mais on fait quoi concrètement avec ça? En même temps, ce qu'on ne dit pas aux Ivoiriens, c'est que notre économie est dominée par les PME. Les PME et les PMI. Ces grandes entreprises qui ont ces fonds-là vont représenter autour de 5% du nombre d'entreprises. Donc ça devient alarmiste. Hein, parce que c'est très alarmiste. Ben oui. Mais je me dis, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu un avant-coronavirus. Non, ça ne va pas si bien que ça alors. Ça n'allait pas si bien que ça. Il y avait un avant-coronavirus, il y a un coronavirus, il y aura un après-coronavirus. Et c'est le moment pour tous les chefs d'entreprise, que ce soit des PME, des PMI comme des grandes entreprises, de pouvoir réfléchir à leur avenir. Quelles seront leurs entreprises après cette crise-là? Mais les entreprises payent des impôts, elles attendent aussi des choses du gouvernement. Naturellement, pour ces mois en cours, l'État ne va pas être aussi exigeant sur la récupération de ces impôts. On reste tout de suite. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en savez? On vit une situation. On vit une situation et de façon naturelle, il y a des choses qu'on... Mais les factures arrivent toujours Justement, dans il fallait en parler parce qu'il y a des gens qui relaient l'information comme quoi des factures d'eau et d'électricité tombent à ce moment-là. Ce n'est pas évident parce qu'on est tenté de faire un choix, faire soit des provisions parce qu'on tire inexorablement vers des confinements, soit on prend la décision tacite de rester chez soi. Donc, il faut pouvoir nourrir la famille ou d'assurer le paiement de la facture. Il y a des dilemmes permanents. C'est un cri de cœur national que tous les Ivoiriens font à l'égard de l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire écoute les Ivoiriens depuis le début de cette crise. Et je pense qu'à la fin de ce mois, on espère tous que l'État va prendre des mesures drastiques. Aujourd'hui, c'est le 30. En faveur des Ivoiriens. Alors, il y a une certaine injustice, entre guillemets. Il y a des entreprises, du fait de leur proximité avec les gens, qui ont dû fermer en même temps. Et il y a d'autres entreprises qui sont des entreprises de services, qui continuent. C'est une injustice entre guillemets parce que il faut être réaliste aussi. Alors, ces entreprises concernant et concrètement qui apportent énormément. Et puis il y a aussi le volet informel. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, oui. Le volet informel, voilà pourquoi on essaie d'encourager tout le monde à formaliser, à partir vers tout le monde n'a pas les moyens de formaliser aussi. Tout le monde n'a pas les moyens, mais quand vous êtes dans l'informel, vous devez prendre vos précautions au jour le jour. Voilà pourquoi même dans les entreprises, les employés occasionnels qu'on appelle les journaliers, chaque jour, au jour le jour, on paie leur gratification, on paie leur congé annuel. C'est pour que chaque jour... Il faut prévoir aussi des réserves. Chaque jour, ils puissent se préparer pour faire face à d'éventuelles crises. Donc, ceux qui sont dans l'informel, je crois que cette crise est arrivée au mauvais moment, mais la leçon qu'il faut tirer de cette crise, c'est comment est-ce que nous nous organisons, c'est comment nous allons nous organiser désormais pour pouvoir faire face à ce genre de crise. Et faire prédominer aussi la solidarité nationale. Hein, parce qu'on peut être nanti à côté de quelqu'un qui n'en a pas. Il ne faut pas hésiter à partager parce que, la situation se présente. Surtout la solidarité. Vous êtes DRH d'une entreprise de 150 personnes. Des pères de famille, des gens vraiment dans un secteur vital. Comment vous allez devant eux pour leur parler de ce genre de sujet-là? Vous leur dites quoi, concrètement? Est-ce que vous essayez de nuancer parce qu'il y en a vraiment qui vont parler, utiliser les grands mots, enrober les choses, ou vous leur dites la vérité? De façon pratique, Marco, au début, on a essayé d'avoir une communication beaucoup plus souple avec les collaborateurs pour les mettre en confiance. On l'a essayé au début. Quand la crise a commencé à avancer et que les marchés ont commencé, les parts du marché ont commencé à diminuer, il était important qu'on puisse aller vers les collaborateurs pour qu'on se dise les choses telles que... Un langage de vérité. Maintenant, c'est trop tard? C'est pas trop tard. Nous, on l'a fait. Donc, on a dit aux collaborateurs, aujourd'hui, la crise, elle est là. C'est une crise naturelle. Ce n'est pas du fait de l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu de business. L'entreprise fait l'effort de maintenir vos emplois, mais ses factures, ses charges fixes demeurent. Alors que, je vais dire, elle n'arrive pas à réaliser un chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise... Elle n'est pas en activité pour engranger des ressources. Elle n'est pas en activité. Donc, vous, en tant que collaborateurs, tous en tant que collaborateurs, quelles sont les concessions qu'on fait? Des collaborateurs ont proposé comme ça des réaménagements
des rotations qui vont amener les uns et les autres, au lieu de faire les 40 heures par semaine, à pouvoir faire peut-être 25 heures ou 30 heures par semaine, ils recevront des salaires au prorata. Voilà. Ça permet aux uns et aux autres d'avoir un salaire minimum à la fin du mois. Déjà assuré, quoi. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. En tout cas, on va revenir sur ce volet-là, c'est très important parce qu'au niveau des ressources humaines, des propositions concrètes. Ah, voilà, tous les lundis, comme ça, on va essayer, avec la permission de la rédactrice en chef, d'être avec vous ou d'autres personnes, vraiment pour parler de ça, parce que ça va vraiment apaiser, tant soit peu, les Ivoiriens qui nous regardent. Ma très chère Alix, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, on a fait le taf pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec le même bonheur. Achoo!